En 90, c'est une année très importante où il y a une conjonction d'événements assez hallucinantes. C'est-à-dire que d'une part, il y a un événement dont certains se souviennent, qui est la profanation du cimetière de Carpentras, où des tombes juives sont profanées. À la suite de quoi, il y a une énorme manifestation à Paris et ailleurs. À Paris, des centaines de milliers de manifestants avec à leur tête le président de la République. Je rappelle entre parenthèses qu'en 2012, il n'y a pas si longtemps que ça, des enfants juifs ont été assassinés dans la cour d'une école, et là je n'ai pas vu de grandes manifestations, c'est simplement pour mesurer l'évolution qu'il y a là du point de vue de cette mémoire-là. Mais je referme la parenthèse. En tout cas, toujours est-il que c'est un choc. Et pour les gens de ma génération, c'est un choc. C'est la première fois qu'il y a une manifestation aussi claire et évidente de l'antisémitisme. Et puis il y a tout un contexte politique avec la montée de l'extrême droite, etc., etc. Mais en tout cas, cette année-là, il se trouve que il y a, je suis invitée aux commémorations de Pithiviers-Baudelaire-Rolland. Il y a un nouveau maire à l'époque, qui est Berthier, qui vient d'être élu au maire de Pithiviers en 89. Moi-même, je suis entrée dans l'équipe de Jean-Pierre Sueur. Et disons que la situation est la suivante. De ces camps de Pithiviers-Baudelaire-Rolland qui marquent, pour citer Klarsfeld, et je le cite, le paroxysme de la solution finale en France, ce ne sont pas des camps locaux du tout, hein, ce sont des camps qui ont une importance nationale, eh bien il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire nationale, et pire encore, il n'y a pas de mémoire locale. C'est-à-dire qu'il y a tous les ans une commémoration chaque année, mais c'est essentiellement des Parisiens qui viennent en quart, des familles de gens qui ont été internés là, parce que c'est essentiellement des juifs parisiens et de la banlieue parisienne, bien sûr aussi de la région ici, mais massivement de la région parisienne. Donc c'est, comme on lit souvent dans l'affaire, dans la presse, c'est l'affaire des juifs. Hein. Et au fond, la population locale n'est pas très concernée. Donc moi je découvre tout ça parce que, ben voilà, qu'à la fois il y a cet énorme silence massif, et il y a cet événement de Carpentras. Il y a un autre événement important dans l'Express. Il y a un article qui paraît d'Éric Conan sur 10 pages et qui raconte l'histoire de ces camps. Hein, elle est exposée dans notre musée. Et donc, avec d'autres personnes, en particulier Yann Klein, qui est du CRIF et qui, elle, a aussi été mêlée à la création d'un autre musée à Loris, mais où elle s'est aperçue qu'il y avait très peu de place pour ces camps. C'est un musée qui est créé en 88-89, qui s'intitule Musée de la résistance et de la déportation, mais il n'y a pratiquement pas. Donc, voilà, il y a un sentiment d'urgence. Hein. Il faut sortir de l'oubli l'existence de ces camps. Alors on commence à très peu. Alors, on fabrique une association, 91, donc c'est la création de ce qu'on n'appelle pas encore le CERCIL, c'est le Centre d'études et de recherche, etc. Et avec l'appui de 2 personnes qui ont été d'un soutien considérable, c'est Henri Boulavko, qui était le président à l'époque de l'Amicale des anciens déportés juifs de France, qui est maintenant décédé, et de Serge Klarsfeld, qui est donc le président des fils et filles des déportés juifs de France, et qui a fait l'énorme travail à la fois de mise en accusation des anciens nazis, mais aussi historique, et qui lui parlait de ces camps. C'était à peu près le seul à parler de ces camps. Donc avec le soutien de ces 2 grandes associations, de témoins, parce qu'il y a encore des survivants à l'époque, qui viennent ici, qui nous apportent leurs témoignages, qui nous donnent des documents, Klarsfeld, Boulavko, etc., on va fabriquer très rapidement une exposition. Alors le fait que je sois élue à la mairie d'Orléans facilite. Jean-Pierre Sueur, maire, soutient sans réserve ce projet-là, qui pourtant ne fait pas l'unanimité. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, pourquoi rappeler tout ça, il faut tourner la page. Et ce que je réponds toujours à ça, c'est que peut-être qu'il faut la tourner, encore j'en suis pas sûre, mais pour la tourner, en tout cas, il faut qu'elle ait été lue et, mieux encore, écrite. Or, elle n'était pas écrite. Et donc, on fabrique une exposition qu'on va inaugurer en 92. Et cette fois-là, c'est un événement, je crois, la République du Centre qui à l'époque ne titre jamais sur des événements locaux, titre Le Loiret retrouve la mémoire des camps, et donc sous la présidence de Simone Veil,
qui, elle, dès le départ, a soutenu le projet, très, très clairement. Hein, elle est là pour cette inauguration. Il y a une foule, moi j'avais tenu à ce qu'elle soit présentée dans le sous-sol de la mairie. Et donc il y a des gens partout dans la mairie, des gens beaucoup de Paris, des gens qui, pour la première fois, voient une exposition consacrée à l'histoire de ces camps. Bref, ça a été un événement très fort. Donc 91-92, c'est en effet la création du CERCIL, et avec 3 exigences qui sont dans les statuts. Un travail d'histoire, parce que l'histoire est encore à faire de ces camps. Il y a des archives très importantes aux archives départementales du Loiret, et on découvre des liasses qui n'ont pratiquement pas été ouvertes. Il y en a d'autres qui ont disparu, hein. Après la guerre, comme on sait parfois que... donc un travail historique, et très vite on obtient de l'inspection académique la présence d'un historien qui était Benoît Verny, qui va faire un travail d'archives, d'abord de recherche dans les archives, etc. Et au CERCIL, on a toujours tenu à avoir un historien attaché au CERCIL. Recherche, recueil de documents et de témoignages au maximum, et 3, mettre à disposition tout ce matériel, à disposition des enseignants, évidemment, avec lesquels on a commencé très vite un travail qu'on a voulu le plus approfondi possible, donc avec visite. Alors à l'époque, on n'avait pas de locaux, hein, il y avait des bureaux à Saint-Pierre-le-Pellier, donc on n'avait pas ce lieu ici, donc l'exposition, immédiatement, elle va tourner dans toute la France. Et ce travail avec les enseignants est pour nous prioritaire, mais un travail vraiment selon chaque enseignant, selon ce qu'il souhaite développer, et les visites ici sont toujours accompagnées d'un atelier. Donc on va développer ce travail-là avec beaucoup d'épisodes. Et puis je suis de ceux ou celles qui pensent que cette mémoire est fragile, et que même si elle a énormément progressé à partir de ces années 90, elle n'ira jamais de soi dans notre pays. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle est toujours... on voit à quel point la mémoire... Parce que c'est la mémoire de Vichy. Parce que ces camps étaient gérés par la préfecture d'Orléans. Hein. Il y avait des gendarmes français, et ce sont les gendarmes français, ce sont les policiers français qui ont fait les rafles à Paris, en particulier la rafle du Veldi. Ce sont des gendarmes français qui gardaient les camps, et ce sont les gendarmes français qui ont accompagné les enfants à la gare, où là, ils étaient pris en charge par les Allemands. Mais cette responsabilité de Vichy, on voit par l'histoire de ces camps, jusqu'où elle est allée, jusqu'à quand même cette complicité dans le sort terrible qui a été fait aux enfants, quels que soient les justificatifs après que Vichy peut trouver. Et donc, pour cette raison-là, la mémoire de ces camps, comme la mémoire de Vichy, elle a mis des dizaines d'années à émerger. Enfin, on sait bien qu'à la Libération, on a préféré célébrer la mémoire de la résistance. On a eu raison, hein, mémoire gaulliste, mémoire de la résistance intérieure. Il y a eu la mémoire communiste aussi qui a été dominante. Quoi qu'il en soit de cette mémoire qui progresse, et elle a progressé très vite, il y a des dizaines et des dizaines de livres sur Vichy, etc. Je pense quand même que c'est une mémoire fragile parce qu'elle met en jeu l'image que notre pays a de lui-même. Et c'est très bien que cet effort de mémoire ait pu se faire, mais, et on voit bien que la bascule, enfin des exemples très récents, il y a des gens, il y a des tentatives actuellement de réhabilitation de Vichy, de manipulation de l'histoire. Enfin, je fais allusion à des événements très contemporains. Donc il m'a semblé qu'il fallait inscrire cette mémoire dans des lieux dans la pierre. Parce qu'une association, le CERCIL était une association, mais une association, quand les gens qui la portent ne sont plus là, il peut y avoir de la relève, mais pas forcément, enfin on ne sait pas très bien. Tandis que quand c'est inscrit dans un lieu, voilà. Et puis c'est un centre de recherche aussi. C'est un centre de recherche. On a des archives. Voilà, on a des archives, donc qu'il fallait conserver. Et puis l'idée que cette exposition qu'on avait, ici dans la région on nous disait, mais on ne la voit jamais parce qu'elle était en France ou ailleurs. Donc l'idée qu'il fallait un lieu dans cette région même, là où les camps avaient... Et donc voilà, recherche du lieu. Et ce lieu, pour moi, il était plus qu'intéressant parce que c'est une ancienne petite école maternelle. Et on sait à quel point l'histoire des enfants juifs est au cœur de cette histoire.
c'est au centre-ville. Alors, certains nous ont posé la question, mais pourquoi pas à Pithiviers, pourquoi pas à Bonar-Hollande? Il n'y avait peut-être pas cette même volonté dans ces lieux, même si les maires de Pithiviers et Bonar-Hollande ont toujours soutenu le CERSIL. Enfin, il n'y avait pas cette dynamique qu'il y avait à Orléans depuis 91. Et puis, c'est proche de la gare, c'est proche de l'université, des grands lieux d'enseignement. Donc, c'est Orléans. Et on s'est mis donc, alors Orléans, la mairie, avec le soutien du maire de l'époque, Serge Grouard. Donc, vous voyez, il y a eu unanimité du point de vue politique là-dessus, de soutien à CERSIL. La mairie a magnifiquement restauré ces lieux qui étaient en très mauvais état. Et l'école avait été désaffectée depuis 89. Et donc, réhabilitation. Et puis nous, pendant des années, on a travaillé à la muséographie. Et ça a été un travail long et difficile parce qu'on avait beaucoup de documents. Jamais trop, mais il fallait choisir. On voulait une exposition claire, pédagogique, etc. Donc tout ceci a abouti à 2011, à l'inauguration du musée mémorial des enfants du Veldiv, toujours sous la présidence de Simone Veil, qui est venue et qui a toujours soutenu le CERSIL. En particulier, elle est devenue présidente à la fin des années 90 de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui a été créée suite à la mission sur les spoliations, et donc qui a beaucoup soutenu le CERSIL. Elle était là en 2011, et était là aussi le président Chirac, qui n'était plus président à l'époque, mais qui était présent à cause de cette déclaration de 95. Et depuis, donc, il y a ce nouvel outil, mais on continue toujours les mêmes priorités, à savoir la recherche. Parce que la recherche, il y a encore des choses à savoir. Et il y a encore il y a un pan important de l'action du CERSIL, c'est les recherches familiales. C'est-à-dire des gens, alors au début c'était les enfants, maintenant c'est parfois les petits-enfants, parce qu'on n'a pas toujours raconté les histoires dans les familles juives. Ça dépend, il y a toutes sortes de cas de figure, et il y en a qui n'ont pas posé de questions, mais qui ont envie, mais leurs parents ou leurs grands-parents ont disparu. Et donc on reçoit encore des demandes, voilà, avec un nom, parfois une photo, parfois un document. Et je sais que peut-être il est passé par... Et donc le CERSIL recherche toujours dans les archives. Alors, les archives, Benoît Verny, dont j'ai parlé tout à l'heure, a fait l'inventaire du fonds des archives départementales, parce qu'aux archives départementales, il n'avait personne pour le faire, donc ils sont adressés au CERSIL. Il a fait un inventaire très, très détaillé, qui est un outil formidable, qui est aux archives départementales, au CERSIL. Et donc les historiens du CERSIL connaissent bien les fonds. Donc aux demandes de recherche familiale, il y a une réponse toujours très, très fouillée, très détaillée, quand c'est possible. Voilà. Et tout ça alimente, c'est la relation entre l'histoire avec un grand H, la grande histoire, et la petite histoire. Alors la transmission, elle se fait bien évidemment par le biais de la pédagogie ou de l'éducation. Alors l'idée du CERSIL, c'est d'être complémentaire de l'éducation nationale, parce qu'il y a beaucoup de travail, contrairement à ce qu'on dit parfois, il y a beaucoup de travail qui se fait dans des classes, que ce soit en histoire, mais aussi en littérature. Moi, je suis de ceux qui pensent, ou de celles qui pensent qu'il faut un enseignement pluridisciplinaire. L'histoire est indispensable, mais il y a des textes littéraires qui... Enfin, moi, quand j'étais prof de lettres, je les lisais à mes élèves, et je suis sûre que ça a amené une prise de conscience très forte, après qui doit être complétée par l'approche historique. Les deux sont complémentaires. Mais l'approche philosophique aussi, sur les problèmes de mémoire, sur les problèmes d'éthique. L'idée quand même, l'aboutissement était de donner à des jeunes les éléments de connaissance et de prise de conscience de ce passé-là, et de leur donner la conscience que ce qui s'est passé là nous concerne toujours. Et que les événements qui se sont passés, bien sûr, sont liés à une période historique précise qui ne se renouvelle pas. Il ne s'agit pas de plaquer des époques l'une sur l'autre, mais qu'il y a des constantes. Et alors, s'il y a une période qui nous le montre,
c'est la période actuelle. La préoccupation du CERCIL, c'est de donner, moi je dis souvent, c'est un terme un peu guerrier, mais des armes intellectuelles, des outils à la fois historiques, mais aussi de prise de conscience, pour reconnaître dans le présent des signes avant-coureurs qui peuvent être avant-coureurs de catastrophes. Même si on se dit, mais c'est rien du tout. Non, c'est alors, un terme trop souvent employé, mais cette vigilance. Mais cette vigilance pour nous, c'est apprendre à lire le présent, apprendre à lire les signes que l'histoire nous aide à reconnaître, parce que ceux-là, ils sont toujours les mêmes. Alors on sait par quoi ça commence, par exemple, par désigner une population responsable de tous les maux, ça c'est constant, le bouc émissaire, et donc dans leur présent, de devenir des citoyens libres de leur conscience et qui ne répètent pas les discours qu'ils entendent partout, surtout étant donné l'époque actuelle avec les réseaux sociaux, etc.